Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir le clarinettiste Ren Alevi. Bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque magnifique et passionnant de surcroît. 3 chefs-d'œuvre de Brahms pour clarinette. Alors les 2 sonates pour clarinette et piano et le trio opus 114 auquel les 2 instrumentistes ont joint le violoncelle de Claire Thirion. Pour ce qui est du piano, vous êtes en compagnie de Jan Schulz qui est au pianoforte, puisque ce disque a une grande particularité puisque vous jouez sur des instruments d'époque. Et je me suis donné le plaisir de réécouter votre enregistrement paru il y a quelques années déjà, où vous jouiez aux côtés du pianiste Noam Greenberg les 2 sonates de Brahms. Là, c'était avec du Schumann, du Berg et du Koch. Et pour comparer un peu, pour écouter, et c'est assez différent, puisque à l'époque c'était sur une clarinette moderne, et là on se retrouve avec cet instrument. Alors comment vous avez décidé de jouer de cet instrument, donc cette clarinette Hochensteiner, Ren Alevi? Oui, la clarinette Hochensteiner. J'étais toujours passionné par des instruments anciens, d'époque, et j'ai déjà fait des enregistrements sur les œuvres de Mozart. Donc les clarinettes du XVIIIe siècle en 5 clés qui étaient créées par Stadler pour Mozart, pour les œuvres de Mozart, c'était toujours dans mon univers et c'était toujours ma passion. Mais à vrai dire, le clarinette romantique, c'est quelque chose que j'ai joué plusieurs fois, mais j'ai jamais été convaincu par ces instruments. L'âge d'or de la clarinette était entre, on peut dire, 1780, les premiers chefs-d'œuvre de Mozart. Il y avait 50-60 ans que la clarinette est devenue l'instrument le plus important dans l'orchestre aussi, et il a un peu remplacé le hautbois et la flûte. Et tous les grands compositeurs avaient écrit pour la clarinette. Et dès 1850, il y avait des années un peu plus difficile pour l'instrument. Et aussi la clarinette, même, il n'a pas arrêté d'évoluer. Donc les clarinettes Hochensteiner, c'est des clarinettes de 1850 à peu près. Et voilà, c'est très difficile déjà d'avoir ces clarinettes, c'est presque impossible. Il ne reste pas énormément de modèles. Et moi, j'ai la chance d'avoir les vraies clarinettes Brahms que j'ai cherché depuis 10 ans et je l'ai trouvé finalement et j'ai pu l'acheter. Je suis en train de l'acheter encore pendant beaucoup d'années. En général, c'est plutôt les violonistes ou les instrumentistes à cordes qui vous tiennent ce genre de discours, plutôt que des instrumentistes avant. Oui, pour nous, c'est très rare, mais c'est vrai que les clarinettes Hochensteiner, c'est parce que c'est un peu les clarinettes royales de la clarinette et parce qu'ils sont connectés à tous les chefs-d'œuvre de Brahms, même pour l'orchestre. Donc pour nous, c'était toujours une sorte de rêve d'avoir un clarinette Hochensteiner que j'ai vu d'ailleurs juste, je crois, toute ma vie, je l'ai vu juste au musée. Alors, il y a 4 chefs-d'œuvre de chambristes de Brahms pour la clarinette. Les 3 œuvres que vous avez enregistrées et le quintet avec clarinette, j'imagine, Ren Alevi, ce quintet avec clarinette, c'est aussi une œuvre que vous jouez beaucoup, avez joué beaucoup. Oui, à vrai dire, les quintets de clarinette, c'était toujours mon œuvre préférée. Et c'est aussi mon œuvre que chaque fois que j'ai joué, j'ai commencé à la jouer à 16 ans. Et chaque fois que je la joue, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de miroir. Il y a un miroir qui voit ton âme et tu vois vraiment l'état où tu es dans la vie. C'est une œuvre très mélancolique quand même, ce quintet. Très mélancolique et c'est difficile de rester cynique quand on joue cette pièce. Même si on la joue plein de fois, c'est quand même si je suis pas très fatigué ou je la joue en tournée, c'est la 5e fois, c'est pas grave. Je sais qu'après 2-3 minutes, bam, il y a ces côtés la magie, miroir, la magie qui arrive facilement. Et donc là, on se retrouve avec 3 chefs-d'œuvre, 3 autres, donc ces 2 sonates, et puis le trio avec violoncelle. Alors, ces œuvres de Brahms, vous en parlez, ce qui est très intéressant aussi, c'est le texte qui accompagne ce disque, Ren Alevi, paru pour
pan classique, c'est qu'on parle souvent de Richard Muffel, on dit c'est la rencontre de Brahms et Richard Muffel, et puis on ne sait pas très bien, moi je ne savais pas très bien qui est Richard Muffel, qui est un peu ce nom mythique qui a suscité ces chefs-d'œuvre de Brahms. Et là il y a un texte très long, très intéressant que vous avez écrit concernant ce fameux Richard Muffel qui était dans un orchestre à Meiningen, je crois, et donc qui était un génie de la clarinette, et vous expliquez un peu sa biographie qui est tout à fait passionnante. Oui, on a, de toute façon, dans l'histoire de la clarinette, c'est toujours l'amitié qui compte. Oui, comme Stadler-Mozart. Exactement, on a Stadler-Mozart, c'est le premier couple, le couple royal de la clarinette, qui étaient des amis très proches. Et on sait que la femme de Mozart, elle a détesté Stadler, parce qu'elle a trouvé qu'il a une très mauvaise influence sur Mozart. Et c'est d'ailleurs Stadler qui a introduit Mozart dans les francs-maçons. Donc, ils ont fait beaucoup des aventures ensemble. Et beaucoup de chefs-d'œuvre que Mozart a écrits, même si on ne pense pas à Stadler, comme la Grande Partita, a été écrite pour lui. D'ailleurs, il n'était jamais payé, apparemment, pour la Grande Partita. Et c'est ça qui aussi n'a pas donné des points dans la famille Mozart chez Stadler. Et on a aussi les couples Bergman-Weber. Donc, les grandes œuvres de Weber. Et puis, on a l'amitié entre Brahms et Mühlfeld. C'est vrai que Mühlfeld, il représente... Les théories que j'ai dans les CD, là, qui accompagnent les CD, c'est que c'est la rencontre de Mühlfeld avec Brahms et aussi son clarinette. Parce que Mühlfeld, il a joué cette fameuse clarinette Ottensteiner, qui était déjà... personne n'a joué cette clarinette. Elle est encore en bois de buis, donc c'est comme les clarinettes de Mozart. Mais à cette époque, tout le monde a déjà joué les clarinettes qui sont les clarinettes modernes. Donc un autre bois et beaucoup plus d'éclétage. Et Brahms, comme Brahms toujours, il a détesté les instruments nouveaux. Il a vraiment haï la clarinette. Ce qu'on dit aujourd'hui, le système allemand. Et donc, le système qu'on utilise encore dans la Philharmonie de Vienne ou de Berlin. Et Brahms, il a trouvé tous ces clarinettes modernes et les instruments qui empêchent l'expression musicale et empêchent les couleurs dans les phrasés. Et je crois que je comprends très bien pourquoi il dit ça. Et c'est pas que pour la clarinette, aussi pour le corps naturel. Il y a les fameux trios que Brahms a écrit. C'était écrit pour le corps naturel que presque personne n'a joué à cette époque. Donc quand il arrive, Brahms était à la retraite déjà. Il a déclaré qu'il ne va plus écrire. Il a fait ce qu'il a fait et il est très heureux de regarder sa vie de compositeur. Il n'a plus rien à dire. Et puis, il arrive à Meiningen, qui était l'orchestre un peu d'élite à cette époque. Et il tombe sur Mühlfeld. Et Mühlfeld joue sa symphonie. D'ailleurs, la symphonie numéro 4, la première était là-bas à Meiningen. Et Brahms, il faut dire, comme on va par les lettres, il tombe presque amoureux de la sonorité et les façons que Mühlfeld joue. Et pour moi, c'est vraiment les sonorités de son enfance qui ressurgit. Et les bois de buis, ces façons, il a eu un petit peu de vibrato aussi dans les sons. Et je pense que tout ça a fait une énorme impression sur Brahms et l'a fait ressurgir sa créativité. Mais ce qu'il y a d'ailleurs de très beau dans cet instrument, la clarinette, on songe à Mozart avec ses œuvres aussi tardives, on songe à Brahms avec ses œuvres très tardives. C'est étonnant, ce lien de cet instrument avec les périodes tardives de ces génies de la composition. J'ai l'impression que ça leur redonne un génie créatif. Enfin, qu'ils ne les avaient pas abandonnés, mais ça leur donne une autre part de génie créatif. Oui, il y a un peu la mythologie des dernières œuvres qui écrites pour la clarinette. D'ailleurs, Poulenc aussi, sa sonate, c'était 1962. Saint-Saëns aussi. Saint-Saëns, oui, donc je sais que beaucoup de compositeurs contemporains, ils écrivent très vite les pièces pour clarinette, juste pour avoir la sécurité de vivre longtemps. De mauvais œil. Exactement.
Alors, Chen Halevi, on va un temps se tourner vers vous, puisque vous êtes né en Israël, dans le Negev, si j'ai bien lu. Et puis, quand on pense aux instrumentistes israéliens, on pense bien sûr aux instrumentistes à cordes. Je ne citerai pas Perlman ou Zuckerman ou Shlomo Mintz ou d'autres immenses musiciens instrumentistes à cordes. On songe moins à des instruments avant. Est-ce qu'il y avait une tradition d'enseignement d'instruments avant, comme il y a une tradition connue d'enseignement du piano ou d'instruments à cordes Et oui, il y avait des professeurs très, très renommés. Et on a eu quelqu'un qui était vraiment légendaire, qui vient de mourir il y a peu, qui s'appelait Mordechai Rechtman. C'est le grand professeur qui est né en Allemagne encore avant la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, c'était un petit peu le grand-père de tous la génération des gens qui sont joués les instruments avant. Mais dans ma génération, il y a énormément de gens qui jouaient l'instrument avant et qui sont fait des carrières incroyables. Vous étiez aussi l'élève de Chaim Taub, alors lui qui est un immense violoniste, violon solo du Philharmonique d'Israël, une figure mythique un peu de la musique en Israël. C'est en musique de chambre que vous avez travaillé avec lui? Oui, j'ai travaillé avec lui et on peut dire chaque note de la musique de chambre qui était écrite pour clarinette. Il était aussi le quatuor de Tel Aviv. Oui. Donc, il y a encore pour moi les plus grandes quintettes de Brahms pour clarinette, c'est avec Yona Ettlinger et le quatuor, c'est chez Sony. Et pour moi encore, c'est un des plus bels enregistrements de cette quintette. Mais vous êtes d'une famille de musiciens, il y avait une image comme ça familiale, une transmission? Non, mes parents ne sont pas musiciens, ils sont très mélomanes. Et donc, on a beaucoup de musique à la maison, mais tous les deux, ils ne jouent pas. Mais ils m'ont suivi dans ma passion. Très jeune, j'ai adoré la musique. C'était assez clair dès jeune âge que j'aimerais bien jouer. Je suis né à Arad, donc c'était à cette époque un petit village. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Donc, quand j'avais 9 ans, il y avait une immigration qui arrivait de Russie et Roumanie dans les années 70. À la fin des années 70, il y avait un petit fenêtre comme ça que les Juifs pouvaient partir. Oui, les Roumains, ils étaient achetés par le gouvernement israélien d'ailleurs. Heureusement pour moi, parce qu'il y avait les grands professeurs de Bucarest, qui étaient aussi les solistes à l'orchestre là-bas, qui arrivaient. Il est arrivé en Israël, on l'a jeté les pauvres, et l'a jeté à Arad, Arad en Roumanie, c'est une très grande ville et très culturée, mais en Israël, c'était nulle part au milieu du désert. Et c'était mon premier prof de clarinette. Donc, j'ai commencé mes premiers pas avec lui. Et il est devenu un professeur très connu. Et 5-6 ans après, on l'a amené de l'Académie de Tel Aviv parce que tout à coup, à Arad, il avait les meilleures classes d'Israël. Et ça, c'est pas très bien pour les grands conservatoires de Tel Aviv. Donc, il était acheté de Tel Aviv, mais il a continué à enseigner à Arad jusqu'à ce que la classe a grandi. Donc, j'ai eu énormément de chance avec tous mes professeurs. Alors, si j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, c'est pour évoquer ce disque consacré à Johannes Brahms. Ces 2 sonates de Brahms, après on va parler du trio avec violoncelle, qui est un immense chef-d'œuvre aussi. Ces 2 sonates, c'est une musique, enfin il n'y a pas une note qui ne soit pas sublime dans ces œuvres. Mais tout est sublime dans ces œuvres, mais l'adagio, enfin le mouvement lent de la première sonate, c'est peut-être aussi le sublime du sublime, Chen Halevi. Je ne sais pas dans quel état on est quand on interprète cette œuvre. Pour ce deuxième mouvement des premières sonates, on rentre dans l'infinité. C'est comme si la structure de cette œuvre est très simple. C'est le même thème qui revient 6 fois. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire en soi, mais parce que ça passe par les génies de Brahms, ça devient... Chaque fois que ça arrive encore une fois, ce thème, et on va ailleurs, on va plus loin, on va plus haut. Mais chaque mouvement de ces 2 sonates, c'est Brahms à son sommet. Il n'y a pas une note de trop. Et aussi, tout est très... c'est des grandes Brahms. Il y a une idée très, très forte que Brahms suit et développe
autour de toute la sonate. Et c'est très fort, ça. Alors c'est marqué Andante un poco adagio, donc on est entre les deux. Comment vous choisissez un tempo pour ce mouvement qui, quand vous l'interprétez, est très naturel. D'ailleurs, le tempo, pour moi, est très proche de votre enregistrement précédent, où vous étiez aux côtés de Noam Greenberg, mais ça s'impose, le tempo, pour ce mouvement? C'est une très, très bonne question. Parce que choisir un tempo, je ne choisis pas un tempo, et ça dépend de tellement de choses. Par exemple, pour cet instrument, ça dépend pas mal d'instruments aussi. Parce que chaque instrument, l'instrument moderne, il réagit différemment. Et cet instrument, il a besoin, pour développer les sons, on a besoin un petit peu pour développer les sonorités, on a besoin d'un autre ton. Mais je choisis pas trop les tempos quand je joue live, ça dépend des salles, ça dépend des pianos. Et il n'y a pas vraiment un tempo. Si on joue dans l'acoustique un peu plus sec, il faut peut-être aller plus en allant. Et si c'est un peu les salles de bain, donc on freine un peu. Alors vous êtes aux côtés de magnifiques musiciens pour cet enregistrement. Yann Schulz au pianoforte, puis pour le trio aux côtés de Claire Thirion. Ce sont des musiciens que vous connaissiez bien avant l'enregistrement, ou alors c'est eux qui vous ont approché pour ce disque? Ce disque est vraiment grâce à un pianiste, Yann Schulz. Il m'a parlé beaucoup de fois et avec énormément de persistance pour faire ces CD. Moi, j'étais très réticent et on a commencé à jouer ça au concert pour voir si ça fonctionne. Vous étiez réticent à cause des instruments? Exactement, oui. Et je ne savais pas si je peux vraiment m'exprimer amplement dans ces instruments. Ils sont très difficiles de jouer, je trouve. Cette clarinette Huston-Steiner? Oui. Et quelle est la difficulté par rapport à une clarinette, instrument habituel que vous avez? Déjà, elle est moins immédiate. Les instruments modernes ou même les instruments de Mozart que j'adore, quand on joue les instruments de Mozart, on a l'impression qu'on rentre dans une bulle avec plein de couleurs, avec plein d'expressions. On nage dans un son. Et si on joue l'instrument moderne, il y a aussi les côtés, tout est rangé déjà pour vous, et il faut juste souffler et ça fonctionne. Oui, enfin ça c'est vous qui le dites, parce que si je m'y mets, ça va pas être pareil. Oui, mais par rapport à ces instruments de Ottenstein et les instruments romantiques, il faut plus de temps de comprendre comment arriver, et il ne se donne pas. D'ailleurs, on sait que Mühlfeld, lui-même, il a joué avec des vibratos. Il a joué avec, je crois, et je comprends pourquoi, parce qu'on a l'impression que ces instruments, on veut les remplir un petit peu plus avec les sons. Mais quand on écoute l'instrument après un enregistrement, il y a un nombre de couleurs, mais c'est juste qu'il faut s'habituer, et ça prend plus de temps à s'habituer à la capacité de ces instruments. Ils ne se donnent pas facilement. Alors ces deux sonates avec clarinette, bien sûr c'est la base du répertoire de tout clarinettiste. Il y a aussi ce trio avec violoncelle qui est une œuvre qu'on entend un peu moins au concert, si tant est qu'on entende beaucoup les deux sonates avec clarinette. Là vous êtes aux côtés de Claire Thirion. C'est une œuvre sublime aussi que Brahms a composée juste avant les deux sonates. Donc là aussi pour Richard Mühlfeld, ça aussi c'est une œuvre incroyable. Et Brahms, toute long de sa vie, il a aimé travailler sur 2 pièces à la fois. Par exemple, il a les quatuors pour piano, opus 25 et 26. Oui, ils sont très très différents. Ils sont très différents, mais ils étaient tous les deux sur le piano chez lui. Et d'ailleurs, les 2 sonates aussi, et les trios et les cantates aussi. Et les trios, c'est un peu la pièce mal aimée de Brahms. Et on a fait une grande recherche pour voir comment elle était jouée. Elle était à peine jouée jusqu'en 1935. Donc la première 40-50 ans de cette pièce, elle était à peine jouée. Donc très tôt, on a dit que cette pièce n'est pas très réussie. Et c'était un petit peu ça restait. Ça reste 100 ans après, ça reste encore. C'était la pièce qui Brahms a moins bien réussi. Alors qu'il n'y a que des chefs-d'œuvre dans la musique de chambre de Brahms. Ah non, mais pour moi, c'est une pièce étonnante, incroyable et grandiose. Mais c'est vrai, et je vois aussi, parce que quand je travaille avec les étudiants, qu'elle est beaucoup plus difficile d'accès pour jouer.
Même les parties même les parties de violoncelle, les parties de piano, il y a beaucoup d'endroits qui sont bizarrement écrits un peu, même la clarinette, tout est un peu aux côtés. Et je crois que même ce côté physique, il laisse les musiciens un peu perplexes de temps en temps. Et aussi, les structures sont un peu compliquées. C'est pas les quintettes, on peut jouer, c'est tout génial, mais les trios, non. Il faut vraiment avoir une idée forte de ce qu'on va faire et une idée forte de à quoi il s'agit avec cette pièce. Alors, si on pense à ces sonates, il y a un enregistrement où Barenboim, il y a 2 enregistrements de Barenboim. Il est enregistré avec Gervais de Peyer. Et il a enregistré aussi la version pour alto avec Minchas Zuckerman. Vous écoutez parfois ces œuvres à l'alto ou ça vous éloigne trop de votre instrument? Et non, avant, je connais bien cet enregistrement avec Barenboim et Zuckerman. C'était, je pense, le premier enregistrement que j'ai vraiment écouté plusieurs fois. Et, oui, c'est très intéressant parce que je crois que ça fait 20 ans que je n'ai pas écouté cet enregistrement et ça a passé à la radio et j'ai écouté un peu et je me suis éloigné beaucoup de cette interprétation et la façon qu'il réagit au ce que Brahms a écrit. Et c'est très intéressant parce que j'arrive, mon enfance était à cette direction et maintenant je me trouve très très loin. Il y a beaucoup d'évolutions parce que le disque que vous aviez enregistré avec Noam Greenberg, où il y avait les 2 sonates de Brahms, il n'y avait pas le trio bien sûr, puisqu'il y avait d'autres œuvres, il y avait les célèbres œuvres de Berg et Schumann pour clarinette et piano. Pour vous, vous avez beaucoup évolué sur ces œuvres parce que quand on écoute, à part la facture instrumentale, il y a quand même pour moi une proximité entre ces 2 enregistrements que vous n'avez sans doute pas réécouté, vous, ce précédent enregistrement de 2016. Mais pour vous, votre vision des œuvres, elle a beaucoup évolué quand vous avez repris ce travail sur ces sonates? Je crois que dans ma tête, j'ai évolué non-stop. Ça s'arrête pas de changer, mes idées changent, mais je crois que même si j'écoute des enregistrements que j'ai fait il y a 20 ans, je crois que les personnalités artistiques, elle est assez forte, donc on entend que c'est moi qui joue. Dans ma tête, c'est très différent, oui, mais peut-être on entend, les changements qu'on entend est plus long, c'est possible, oui. Alors, parallèlement à ce disque, paraît un disque d'un compositeur israélien contemporain, Menachem Wissenberg. C'est des œuvres qui vous sont dédiées, Chen Halevi, donc un compositeur qui a 70 ans, je crois, que vous connaissez bien. Oui, c'était mon professeur de musique de chambre quand j'avais 14 ans. Et on a resté très proches, on est amis maintenant depuis longues années. Et on a fait énormément de projets ensemble. Et cette pièce, elle est un petit peu différente. Il m'a déjà écrit des pièces un peu plus modernes d'approche, mais cette pièce est un hommage à son père qui était un clarinettiste klezmer, mais comme avant. Et vraiment les klezmer qui sont allés de village au village pour jouer et à l'ancienne. Et il voulait faire une pièce qui est dédiée à son père. Donc la musique est assez klezmer, c'est un concerto pour clarinette et alto. Et au milieu, il y a aussi des endroits où on peut improviser. Et j'ai joué ça avec quelqu'un qui improvise très très bien, et Yuval Gottliebovitch. Qui est altiste et compositeur lui-même. Et donc, j'avais pas mal de travail pour apprendre cette pièce et pour apprendre comment improviser. Vous avez suscité beaucoup de répertoires contemporains, vous, Chen Halevi. Donc votre instrument se trouve valorisé par là aussi. Comment ça se passe? Vous travaillez avec les compositeurs en général? Ou alors vous passez commande et puis... Non, je travaille toujours avec des compositeurs. J'ai commencé très tard la musique contemporaine. J'avais peut-être jusqu'à l'âge de 21 ans, j'ai jamais joué de musique contemporaine. Et en Israël, c'était très négligé à cette époque. Maintenant, ça a beaucoup changé, mais à cette époque, il y avait vraiment rien. Et il y avait quelques compositeurs, mais il n'y avait pas une vraie communauté de compositeurs, il n'y avait pas une approche pour apprendre la musique moderne. Mais j'ai reçu, je me souviens, les premières partitions après avoir visité Paris.
Et j'ai entendu ici que tout le monde joue des pièces très compliquées, des Donatoni, des Boulez, des Berio. Et donc, j'ai tout acheté à Paris. Je suis arrivé en Israël et j'ai décidé d'apprendre les pièces. Mais j'avais aucun savoir comment les faire. Donc, la première pièce que j'ai appris, c'était la pièce de Berio. Et La sequenza. La sequenza, et que j'ai très redoutable. mal... oui, elle est redoutable, mais je l'ai appris, parce que c'est ça que j'ai sauvé, je l'ai appris comme une sonate de Brahms. Et quelques mois après, quelqu'un me dit, mais Berio, il est en Israël. Donc, comme C'était c'était il y a 32 ans. Oui. J'ai pas voulu vous vieillir, c'est Ouais, juste ouais, pour savoir, il y a pour 32 situer ans. cet Ouais, événement ouais. de Berio en Israël. Et j'ai appelé sa chambre d'hôtel, et il était tellement étonné, parce que je me suis présenté, je dis qu'il n'y a personne, je ne comprends pas la pièce, personne pour m'aider. Et donc, s'il est en Israël, est-ce que je peux travailler avec lui? Il était tellement étonné que quelqu'un l'appelle comme ça dans sa chambre d'hôtel. Il ne savait pas quoi dire. Il a dit oui, ok, on se voit en bas. On est allé dans une chambre, dans l'hôtel en bas. Oui, parce que les voisins de sa chambre, ils ont été surpris. Oui, non, on est allé oui. Et j'ai joué sa pièce. Il n'a rien dit. Il a appelé sa femme. Il dit, il faut que vous écoutez ça. Elle a descendu. J'ai rejoué la pièce. Il m'a dit, personne n'a jamais traité ma musique comme ça, comme si. C'était pas du tout une approche. Oui, orthodoxe. C'était vraiment comme si je jouais une pièce romantique. Et il a adoré ça. On est devenus très, très, très amis. Et comme ça, on a même commencé à travailler ensemble. Et après, comme ça, j'ai approché toute cette vieille génération, comme Donatoni, comme ça, je l'ai rencontré à Rome et Boulez aussi. Et très, très vite, j'ai commencé à connaître les compositeurs et travailler avec eux. Donc, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de répertoires qui étaient écrits pour moi. Suscités par vous et écrits pour vous. Oui. C'est quand même extraordinaire, ça, de se retrouver à susciter des œuvres. Oui, c'est extraordinaire, mais c'est dans la tradition, comme on a parlé. J'étais inspiré par Stadler, par Mühlfeld et par Berman. Oui, et donc, effectivement, la rencontre de Mühlfeld... Brahms, exactement, c'est comme ça avec la clarinette, on a besoin d'amitié avec les compositeurs. Je me demande toujours, par exemple, Shostakovich, il n'a jamais écrit un concerto pour clarinette, et je crois que ça suffit. Un grand clarinettiste qui devient ami avec lui et il écrit un concerto. Ou Rostropovitch. Oui, c'est sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Bah, il faut regretter que vous n'ayez pas été... Enfin, on ne regrette peut-être pas pour vous que vous n'ayez pas été en Union soviétique à cette époque. Bah, oui. Mais il faut regretter que Shostakovich n'ait pas rencontré... Par exemple, et plein d'autres compositeurs. Oui. Donc, on revient à ce disque Brahms. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a des chefs-d'œuvre de la musique qu'on peut écouter... Même si on les adore, au bout d'un moment, on ne peut pas tout le temps les réécouter, mais ces œuvres de Brahms pour clarinette, piano et violoncelle, sont des œuvres, ou le quintet avec clarinette, sont des œuvres dont on ne se lasse jamais. Il y a un mystère dans ce bonheur que procure cette musique. C'est-à-dire qu'on peut vous écouter et puis vous réécouter demain, ou aller au concert, écouter quelqu'un d'autre, interpréter ces chefs-d'œuvre, et on aura toujours le même bonheur. Vous avez raison, il y a quelques pièces comme ça. Pour moi, c'est vraiment ces pièces que vous avez citées, et aussi les Octours de Schubert. Oui. C'est une pièce que je peux jouer chaque soir. Et je sais pas, j'adore cette voyage, cette longue voyage. L'Octobre de Schubert, c'est pas mal non plus. Et alors, vous me cueillez à froid, Rena Lévy, et ça résulte d'une rencontre de Schubert avec un clarinettiste, ça, ou on sait pas Non, ça, c'est pas du tout ça. Non, il a écrit... ça dépendait pas des clarinettistes, cette fois. Donc, c'est vraiment par amour de la clarinette il a en fait imité les septuors de Beethoven. Oui. C'est une pièce qui est une imitation il a rajouté un instrument. Il a rajouté un instrument, mais sinon, la structure est plein d'autres choses. C'est presque une copie. Mais bon, une pièce pas mal quand même. Oui, parce que le septuor de Beethoven, c'est très beau, mais enfin, quand on a une passion pour Beethoven, bien sûr, comme la mienne, c'est pas au rang des grands chefs-d'œuvre comme les quatuors, alors que l'octuor de Schubert, c'est au rang des grands chefs-d'œuvre. Oui, exactement. Mais Brahms aussi, il a brûlé tous ces papiers pour qu'on ne sache pas comment il a travaillé les pièces, comment il a structuré les pièces. D'ailleurs, lui, il était un passionné il a acheté beaucoup
des recueils des autres compositeurs. Par exemple, il voulait savoir comment Beethoven a développé ses pièces, donc il a acheté. Il était un collectionneur des travaux des autres compositeurs, mais lui, il ne voulait pas laisser des traces. Mais on sait qu'il a emprunté énormément de Mozart et Brahms. Vous parliez de Richard Müffeld, qui était donc dans cet orchestre de Meiningen, je crois. D'ailleurs, parfois, il y avait Joseph Joachim aussi, d'après le texte que j'ai lu, passionnant, qui accompagne ce disque. Vous avez joué de l'orchestre, vous avez joué en orchestre, Reine Lévy, ou jamais En fait, j'ai fait quelques tournées avec des orchestres, j'ai fait avec des grands orchestres même. Les plus grands orchestres, j'avais de la chance de faire des tournées comme clarinetiste solo à l'orchestre, mais c'est jamais été ma profession. Et donc, vous avez quand même joué Brahms dans l'orchestre J'ai eu de la chance de jouer dans une longue tournée, toutes les symphonies de Brahms, c'était magnifique, mais c'est pas quelque chose que je peux imaginer pour ma vie. Donc, il y a ce disque qui vient de paraître, et puis ce disque consacré à Menachem Wissenberg. Est-ce que c'est indiscret de vous demander si vous avez d'autres projets? Parce qu'après ce disque Brahms, il faut trouver d'autres chefs-d'œuvre comme ça à enregistrer, c'est pas évident. Non, projet, j'ai énormément. C'est des idées, j'ai plein. Et maintenant, mon prochain projet, il est un peu rien à voir avec la musique classique. Et quoique, j'ai fait un projet flamenco. Parce qu'il n'y a pas trop la clarinette dans la tradition flamenco. Déjà, dans la tradition tango, il n'y a pas trop de clarinette. Donc, j'ai un groupe tango aussi qui est créatif. C'est pas musique pour danser, mais c'est aussi avec un grand compositeur, Marcelo Nissilman. Et maintenant, j'ai fait un grand projet en Espagne, en Andalousie, avec une danseuse flamenco, La Moneta, et un grand compositeur espagnol, Mauricio Sotelo. Et je crois que ça va être très intéressant pour moi. Moi, j'ai envie d'apprendre de nouvelles musiques et juste m'enrichir dans de nouvelles aventures. On attend avec impatience de pouvoir vous écouter dans ces nouvelles aventures et de vous retrouver dans 10 ans dans une nouvelle interprétation des œuvres de Brahms pour clarinette et piano, parce que c'est nécessairement des œuvres auxquelles vous revenez tout le temps, Reine Lévy. Oui, tout le temps. Et les quintettes, là, il faut vraiment... Peut-être c'est ça mon prochain projet, oui, les quintettes. Les quintettes. On vous attend avec impatience. En tout cas, pour patienter, il y a ce disque de Menachem Wissenberg, des œuvres que vous avez créées, et puis ce disque Brahms, les 2 sonates avec clarinette, et le trio avec clarinette et violoncelle et piano, où vous êtes aux côtés de Yann Schulz et de Claire Thirion. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec le clarinettiste Reine Lévy, je vous propose de l'écouter interpréter le trio avec clarinette de Johannes Brahms, opus 114. Il est aux côtés du pianiste Yann Schulz et de la violoncelliste Claire Thirion. Je vous souhaite une très belle écoute de ce chef-d'œuvre, une très belle fin de soirée sur RCJ.